Sud Radio, le débat de la semaine. Les débats de la semaine sur Sud Radio, ce qui vous a fait réagir, ce qui vous a poussé à nous appeler d'ailleurs au 0826 300 300. Continuez à nous appeler, à nous interpeller, à donner votre opinion. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Dans une vingtaine de minutes, je le disais, nous allons parler de la crise énergétique. Est-ce qu'il y aura une crise sociale? Est-ce qu'il y aura cet hiver un retour, pourquoi pas, des gilets jaunes dans ce contexte de baisse du pouvoir d'achat, d'explosion des factures? C'est la question qu'on vous pose. Vous nous appelez pour témoigner, que vous soyez gilet jaune ou non. D'ailleurs, vous avez tous la parole. Mais tout de suite, parlons d'abord de ce débat de la semaine qui est un débat vieux comme le monde en quelque sorte. Quand des enfants, on va dire des enfants, on parle d'enfants de 14 ans quand même, se conduisent comme des criminels, c'est quasiment ce qui s'est passé avec l'agression sauvage de cette vieille dame de 89 ans à Cannes ce lundi. Quand ils se conduisent ainsi, est-ce que ce sont aux parents de payer? Ça a été en quelque sorte la suggestion du maire de la ville, David Lisnard, maire Les Républicains, qui disait qu'il fallait sanctionner les familles de ces délinquants. On en parle avec nos trois invités. Stanislas Rigaud, bonjour à vous. Bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue à vous sur Sud Radio, président de Génération Z. Ce sont les jeunes du mouvement Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour, qui fait d'ailleurs sa rentrée, en tout cas son université d'été, la semaine prochaine. Exactement. Nous sommes avec un autre jeune, aussi Aymeric Guisset. Bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire, plutôt un think tank de droite gaulliste. Gaulliste de droite, oui. Voilà, effectivement. Proche du parti Les Républicains, on peut le dire. Idéologiquement, oui. Idéologiquement, c'était ce que j'entendais. En tout cas. Oui. Et nous sommes avec aussi Nicolas Corato. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes le fondateur du think tank Place de la République. Alors je le disais, c'est un débat. Je suis jeune aussi. Bien sûr que vous êtes jeune. Qui a dit le contraire? C'est un état d'esprit, la jeunesse. Exactement, c'est un état d'esprit. Je le disais, c'est un débat qui est vieux comme le monde. Lorsque des enfants de 14 ans se comportent mal, alors comportent mal est un euphémisme extrême dans le cas présent, mais lorsque des enfants de 14 ans se comportent comme des criminels, est-ce qu'il faut à un moment ou un autre se retourner contre les parents? Stanislas Rigaud. Je crois que David Lisnard a raison d'interpeller notamment Gérald Darmanin sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que les parents ont la responsabilité, sont responsables de l'éducation des enfants. L'école se charge de l'instruction, se charge de former les élites de demain, les Français qui travailleront demain sur tout un tas de savoirs, le français, les mathématiques, les sciences. Pour autant, c'est aux parents de débuter l'éducation, la politesse, le savoir-vivre, comment se comporter en société. Et donc je crois que, mais pas forcément à la première bêtise ou à la première chose extrêmement grave, mais en cas de récidive, c'est ce que proposait Éric Zemmour pendant l'année lors de la campagne présidentielle, je ne vois pas pourquoi on ne les sanctionnerait pas, parce que si les parents ont des droits, notamment des aides pour leur famille, ils ont aussi des devoirs en tant que citoyens. Et quand c'est des enfants de 14 ans, qui ne peuvent pas en plus du coup avoir les mêmes sanctions qu'un majeur, je crois que c'est aussi aux parents de le faire. Et si demain, les parents ou les enfants savaient que dans la structure familiale, ils avaient une pression supplémentaire, peut-être que ça pourrait dissuader certains. Et puis quand les forces de l'ordre, comme on le voit trop souvent dans notre pays, ne sont pas respectées, quand les professeurs ne sont pas respectés, quand même les médecins ne sont pas respectés, parfois il ne reste que la cellule familiale pour imposer une autorité aux enfants. Donc vous seriez favorable, par exemple, je ne sais pas, une suppression des allocations familiales pour les parents de ces enfants-là? Pourquoi pas en cas de récidive? Est-ce que Aymeric Guisset serait sur la même longueur d'onde? Dans le cas d'espèce, c'est difficile de ne pas être pour, vu le carnet et la liste d'infractions commises par les jeunes. Et puis quand on voit la vidéo, on peut avoir qu'une réaction, on peut être coutré et choqué. Ces agresseurs de 14 ans sont multi-récidivistes. C'est pour ça. Ce qui d'ailleurs paraît presque logique, parce qu'on n'en est pas à son coup d'essai lorsqu'on se livre à un tel déchaînement de violence. Et donc du coup, pour vous, les parents sont responsables. Mais la question, c'est un point qui est très spécifique. Moi, je pense que c'est un levier législatif qu'il faut pouvoir utiliser si besoin, de pénaliser, de sanctionner les parents en prenant les allocations familiales. Après, il faut que c'est la question du cadre et comment on le fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ce soit systématique. Il faut qu'il y ait un juge qui passe par là, parce qu'on peut avoir des situations très spécifiques où finalement, bien sûr que les parents ont un rôle d'instruction, d'éducation et finalement d'être responsables vis-à-vis de leur progéniture. Mais quand vous avez le cas, par exemple, d'une famille monoparentale, d'une mère au foyer qui travaille parce que vous avez une superposition en fait. Les jeunes délinquants, souvent, c'est dans les milieux les plus défavorisés et c'est concentré dans certains territoires aussi. Et donc, est-ce que là, dans ce cadre-là, est-ce qu'on pénaliserait alors que finalement on accentuerait les problèmes? Je pense qu'il faut que ce soit très spécifique et il faut montrer qu'il y a vraiment un lien entre la négligence des parents qui n'ont pas pris leurs responsabilités vis-à-vis de leur enfant et la délinquance commise par l'enfant. Nicolas Corato. D'abord, la responsabilité pénale des parents, elle existe déjà. Les parents sont responsables pénalement pour les actes commis par leurs enfants. C'est l'article 227-17 du Code pénal.
qui punit de jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende les parents qui seraient défaillants et dont la défaillance aurait pu avoir un lien de causalité avec les actes illégaux commis par leurs enfants. Et comment on l'a... Donc, ce débat qu'on nous présente comme un nouveau débat depuis des années et un marronnier sur une éventuelle responsabilité sociale, il est déjà traité par le code pénal, non pas sur un défaut de versement des allocations sociales, mais par une peine d'amende ou de prison qui peut frapper l'un ou l'autre ou les deux parents. Toute la question, c'est de qualifier ou de déterminer le manquement des parents. Qu'est-ce qu'on appelle manquement à l'obligation parentale ? C'est toute la difficulté de ce fameux lien de causalité qui appelle à la fois une réflexion juridique, sociale, politique également. Oui. En quoi est-ce que, et c'est quasiment une discussion philosophique, en quoi est-ce que les enfants sont conditionnés par leurs parents, ou d'une certaine manière, en quoi est-ce que nous, en tant que parents, nous devons continuer ou nous prolonger dans nos enfants, y compris parmi leurs actes les plus répréhensibles. Ça pose une autre question quand même. J'entends le débat sur les allocations familiales. Tous les criminologues sont d'accord là-dessus, qu'ils soient de gauche ou de droite. La sanction n'a jamais empêché la commission d'un crime ou d'un délit. C'est vieux comme le monde, c'était vrai pour la peine de mort. La prison fait pas peur, la peine de mort fait pas jamais peur. À quoi ça sert, les criminologues vous expliquent que les sanctions ne permettent pas d'inviter ou d'inciter les délinquances à la modération. Et ça, c'est prouvé. C'est-à-dire que la sanction pénale ou la sanction sociale, elle n'a pas pour effet de prévenir la délinquance. Elle a pour effet d'en gérer les effets, notamment sur la capacité à protéger la société, à réparer ou à réinsérer celui qui subira la sanction. Mais jamais, finalement, à prévenir la commission des faits. Malheureusement, ce serait trop facile. Et ça aussi, c'est un autre débat, d'ailleurs, qui a animé tout l'été, notamment avec l'affaire du karting dans la prison de Fresnes. Stanislas Rigaud. Ce qui est très intéressant par Souhaite, c'est pas parce que demain on proposerait de supprimer les allocations aux familles qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un travail à faire en amont. Mais je pense qu'il y aurait un lien. Si les parents se sentaient encore plus responsables qu'ils ne le sont aujourd'hui, peut-être que l'éducation serait aussi plus suivie. Peut-être que les parents, dans ces quartiers parfois difficiles où ils savent que leurs enfants sont en proie à la délinquance ou à fréquenter des personnes pouvant les entraîner dans cette chute-là, en tant que parent, on peut se mettre une pression supplémentaire. Et vous avez raison, c'est pas un seul sujet. Il y a plusieurs à prendre, mais ça passe par l'école. Et je pense que la première structure où l'on apprend à se comporter en société, ça reste néanmoins la famille. Mais justement, on va en parler de la famille dans un instant avec Yvette qui nous appelle au 0826 300 300. Est-ce que les parents sont responsables des manquements de leurs enfants plutôt? Ça, c'est une question qu'on se pose avec nos trois invités, Nicolas Corato, Aymeric Guisset et Stanislas Rigaud. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et l'un des débats de la semaine, c'est cette question qu'on se pose. Faut-il sanctionner les parents dont les enfants se comportent comme des criminels? En tout cas, c'est la question qu'on se pose avec nos trois invités. Stanislas Rigaud, qui est président de Génération Z, les jeunes du parti d'Éric Zemmour, le parti Reconquête. Nous sommes avec Aymeric Guisset, également secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler. On accueille d'une part Yvette. Bonjour à vous, Yvette. Bonjour. Voilà, vous nous appelez de Perpignan. Exactement. Voilà. On est ravis de vous accueillir. Je voulais te donner deux petits faits, là. J'étais dans un magasin inter, là, puis il y avait des gosses qui jouaient au ballon, avec un ballon du magasin, quand même, à 10-12 ans. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ils lançaient le ballon, ils jouaient au foot carrément, quoi, dans le milieu du magasin. Donc, j'ai dit, arrêtez, vous voyez pas que vous nous gênez, on recevait le ballon et tout. Le père a entendu, il est venu, il m'a insulté de chez insulté et donné raison à ses enfants. Ma sœur, qui habite au Mans, elle, pareil, la caissière lui racontait, il y avait un gosse qui était dans le magasin depuis un moment avec un grand sac, 10-12 ans, pareil. Oui. Et puis, au moment que la dernière cliente est sortie, le gosse est sorti à toute vitesse avec son grand sac plein. Il rejoint la voiture de ses parents qui attendaient de démarrer pour le sac plein. Drôle de famille. Tout ça pour montrer que les parents ne font pas leur job. Non, ils ne font plus leur job, les parents. Les parents sont là pour élever leurs enfants, pas seulement les nourrir, mais les élever, les éduquer. Compensés, bien sûr, par les instituteurs et tout, mais les instituteurs, ils sont surtout là pour leur apprendre quelque chose. Hein. C'est aux parents, merde, d'élever leurs gosses. C'est quoi ces trucs? On peut plus... En plus, on peut plus rien dire. Hein. Je me suis fait traiter de vieille machine pourrie ou je sais pas quoi. Je veux dire, ça fait un drôle d'effet. Hein. Oui, j'imagine que ça surprend, effectivement. Et des gosses qui se moquaient de vous, Yvette. Bon, à la limite, on est presque soulagé que ça n'en soit resté qu'à une histoire de ballon. Alors effectivement, ça ne se fait pas. Je m'en étouffe, vous voyez, pardonnez-moi Yvette. Heureusement, c'est moins grave que ce qui s'est passé à Cannes, parce que cette pauvre octogénaire a été
littéralement tabassé par 3 enfants de 14 ans. Mais effectivement, pour vous, en plus, vous nous racontez 2 scènes où les parents sont carrément complices, ce qui est quand même particulièrement spectaculaire. Jean-Charles nous appelle de son côté de Gruissant dans l'Aude. Bonjour à vous, Jean-Charles. Oui, bonjour. Bienvenue. Voilà, moi, juste un témoignage. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les quartiers difficiles de Toulouse, dans l'insertion par l'activité professionnelle. Et ces parents délinquants que le maire de Cannes a l'air de nommer, je les ai eus en tant que salarié. Et 95 ou 98% de ces gens sont des gens honnêtes, qui travaillent et qui essayent de joindre les deux bouts tous les mois. Ils se retrouvent avec des enfants qui ont 14 ans, qui sont dans des quartiers difficiles, avec des choufs en pied d'immeuble, où il y a du deal. Le chouf, c'est le guetteur des trafiquants de drogue. C'est ça, c'est le guetteur, donc c'est l'argent facile. Hein. Une journée de deal, c'est 100-150 euros. Donc c'est l'argent facile. Et ces parents essayent de se battre pour sortir les enfants de ces quartiers-là, sauf que les bailleurs sociaux ne veulent pas les déménager et qui sont complètement désemparés. Et à un moment donné, le maire démissionne, le préfet démissionne et l'État démissionne. Alors on peut pas rendre les parents responsables de cela. Et croyez-moi, hein, je l'ai vécu pendant 15 ans. La plupart des parents, ce sont des gens bien qui travaillent et qui essayent de sortir leurs enfants de ces quartiers-là. Mais effectivement, et qui n'y arrivent pas. En tout cas, votre parole est précieuse et on vous remercie de nous l'avoir livrée sur Sud Radio depuis Gruissant au 0826 300 300, mon cher Jean-Charles. Alors, les parents, sauf en l'espèce ceux des 3 enfants de 14 ans qui ont tabassé cette vieille dame de 89 ans, puisqu'ils les ont couverts en plus au début. Stanislas Rigaud. 2 réactions là-dessus. Déjà, bonjour Yvette et bonjour Jean-Charles. Première chose sur ce qu'a dit Yvette. Ça typiquement c'est aux parents d'intervenir. Il n'y a rien de scandaleux à se dire que le parent voit son fils jouer au foot. Moi ça m'est déjà arrivé au Décathlon plein de fois quand j'étais plus jeune. Et on a tous fait des bêtises. Et on s'est tous fait reprendre. Ça c'est pour Yvette, donc évidemment j'abonde dans son sens. Et bonjour Jean-Charles, sur ce que vient de dire Jean-Charles, mais c'est intéressant. Partons du principe qu'en effet 95% des parents fassent correctement leur travail partout en France. Très bien, mais qu'est-ce qui nous empêche de sanctionner alors ces 5% restants? Le but, c'est de s'assurer que le plus de personnes au maximum, et viser les 100% de bien-être dans cette société. S'il reste 5% de parents ne faisant pas leur travail, eh ben sanctionnons ces 5% qui restent. Et dans les 3 éléments... Comment on fait pour le filtrer? Comment on fait pour savoir quels sont les parents qui n'ont pas fait leur travail et quels sont ceux qui l'ont fait? C'est la chance que l'on a en France. On a quand même une justice qui est trop laxiste à mon goût, qui manque de moyens, qui manque de magistrats. Pour autant, on a des moyens de faire des enquêtes. On peut s'assurer ce qui se passe, on a des enquêteurs. Moi, je suis pas juge. Moi, ce matin, sur votre plateau, je ne commence pas ma soirée, hein, mais ce matin sur votre plateau, je ne suis pas entendu. Je suis en train de dire que oui, il y a des choses qu'on pourrait apporter au débat après. Les enquêtes suivront, un juge prendra sa décision. On restera évidemment dans un état de droit. L'idée est juste de se dire que si, comme dit Jean-Charles, il y a 5% des parents, je prends son chiffre, hein, c'est un chiffre évidemment caricatural, mais s'il y a 5% des parents qui ne tiennent pas bien leurs enfants, sont complices, sanction. Sanction, Aymeric Guisset, sanction aussi? Sanction, moi je pense qu'il faut aller plus loin dans le raisonnement, même il faut aller tirer jusqu'au bout du fil. Finalement, quand vous regardez les rapports sur la délinquance juvénile, elle se concentre dans certains quartiers et auprès d'une minorité. En fait, c'est pas tous les jeunes, c'est pas tous les enfants, mais vous avez une minorité qui concentre les actes de délinquance. Et là, après, c'est une question de doctrine. Et vous avez l'ordonnance de 45 qui dit qu'on fait primer l'éducation sur la sanction. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, si on veut rester dans ce cadre de l'ordonnance de 45, c'est ensuite de sortir ces jeunes d'un écosystème où finalement les parents n'ont pas le temps de s'en occuper, où ils sont soumis à la loi des gangs, à la loi des caïds. Et ce qu'on peut proposer, par exemple, c'est de faire des internats d'excellence obligatoires finalement pour ces jeunes-là, qu'on mettrait en internat de l'école primaire jusqu'au secondaire pour les sortir de l'écosystème. Parce que si vous pouvez sanctionner les parents, leur faire payer, enlever des subventions, s'ils n'ont pas le temps de s'en occuper parce qu'ils bossent et que finalement ils laissent leurs gamins, soit, comme ça a été expliqué, avec les gangs ou les grands frères, mais vous ne réglerez pas le problème. Le jeune vous préférez interner dans le bon sens du terme, au sens de la pension? Je pense que ça peut être les 2 leviers. Si le premier levier ne fonctionne pas parce que même s'il y a une forme de complaisance de la part des parents et qu'en plus ils n'ont pas le temps de s'en occuper, mais finalement ces jeunes-là, si on veut les sauver, il faudra les sortir de ces quartiers parce que finalement ils n'arriveront pas à s'en sortir vu qu'ils sont déjà dans l'engrenage qui mène à la délinquance. Donc pour vous le problème c'est le contexte, en tout cas l'élément déclencheur et un contexte plus large que celui de la seule En tout cas famille. On peut aller plus loin que seulement la question de la location. Nicolas Corato. Oui, la difficulté avec cette proposition, c'est qu'on risque très certainement de fragiliser encore plus des familles qui sont déjà dans la précarité. Et il y a un petit côté salaud de pauvre, c'est-à-dire que c'est un peu la double peine pour ces familles qui n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, qui sont parfois perdus, qui sont dans une situation financière, on le sait, qui se joue parfois à 50 € le mois,
des allocations familiales, ça fait pas beaucoup pour un couple qui gagne confortablement sa vie avec 2 salaires. Et pour ces gens-là, parfois, c'est aussi une question de survie alimentaire, et c'est la solution entre rester chez soi ou les restos du cœur. Et je pense aussi à ces familles où on n'a pas des familles monoparentales, il y a des fratries. Et pourquoi est-ce que les frères et les sœurs qui vivent dans le même foyer subiraient eux-mêmes aussi, alors qu'ils sont mineurs et donc irresponsables, les conséquences sociales, familiales de la délinquance de l'un de leurs frères ou de l'une de leurs sœurs. En gros, vous y verriez une punition collective. Mais bien sûr, et il y a un traitement, cette sanction sociale est à rebours, à mon avis, de ce qu'il faut faire. Je pense que la plupart de ces familles, comme le disait Roger, sont des familles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin parfois aussi d'être secouées, d'être remises en perspective par d'autres adultes, pas sanctionnées à chaque fois qu'un de leurs enfants commet un acte délinquant. Parce que le premier échec, c'est eux qui le vivent et c'est eux qui le ressentent. Sur la capacité à sanctionner les enfants, il faut dire la réalité du processus. Parce que finalement, ça n'a pas toujours été le cas. Sous Nicolas Sarkozy, il y avait une réforme d'ordonnance de 45 où finalement, il y avait l'excuse de minorité qui avait été réduite à 13 ans. Et ensuite, il y a eu les lois Taubira qui ont finalement reconstitué un panel juridique qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Et c'est ce que dénonce en partie David Lisnard, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas forcément les moyens et les leviers pour pouvoir sanctionner les jeunes. Et il demande au ministère de l'Intérieur des aménagements. Bon, cette fois-ci sur les allocations, mais aussi il y a cette question-là d'exhauster la Nicolas, en un mot, peut-être pour revenir là-dessus, vous verrez que la loi parfois ne fournit pas les effets que vous imaginez. Il y a Madame Belloubet qui a renversé la charge de la pédagogie par rapport à la sanction sur la réforme de l'ordonnance de 45, allant un peu dans votre sens. Ça n'empêche pas ce genre de crime odieux. Stanislas Rigaud. J'entends évidemment la dureté parfois pour des frères ou des sœurs de se voir eux-mêmes sanctionnés car l'un de leurs frères ou sœurs a commis un acte criminel ou délinquant. Mais pardon, on est dans un pays où on est en train de se dire, parce que nous, ce qu'on proposait avec Éric Zemmour, par exemple, c'était en cas de récidive. Pardon, quand on est mineur et qu'on est déjà récidiviste, c'est qu'à un moment donné, il y a un gros problème. Moi, je prends un exemple très simple, mais c'est aussi, et c'est pour ça que c'est un sujet de fond, mais la structure familiale doit permettre, quand l'enfant a commis une grosse faute, de lui dire, mais pardon, arrête-toi à un moment donné. Moi, si demain je travaillais d'arrache-pied pour mes études et que mon petit frère ou mon grand frère faisait n'importe quoi, j'ai aussi un devoir pour essayer de le tempérer. Mais encore une fois, on parle de récidive chez les mineurs en France en 2022. On est quand même dans une situation qui est catastrophique. Et la situation catastrophique, on le fait pour le Covid. On va en parler tout à l'heure pour les questions d'énergie. Et là, pour les questions sécuritaires d'identité, on n'est pas capable de prendre des mesures fortes et de long terme. Et en tout cas, vous regrettez du coup ce que vous voyez comme une timidité, si on a bien compris votre mot. Vous parliez du contexte social, notamment, qui englobait bien la manière dont grandissaient ces enfants, en tout cas la famille, la situation sociale de leur famille, situation sociale qui va devenir de plus en plus difficile. Parce qu'il nous faut parler aussi de cette crise énergétique et cette crise d'ailleurs du pouvoir d'achat plus généralement. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour des gilets jaunes d'ici l'hiver? On l'a constaté depuis le 1er septembre, la ristourne sur le carburant est passée à 30 centimes par litre d'essence. Effectivement, l'État, le gouvernement multiplie les boucliers, les aides pour nous permettre de passer l'hiver. Mais est-ce que cela suffira alors même que des factures d'électricité sont en train d'exploser? Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour des gilets jaunes d'ici cet hiver? Aymeric Guisset. Il y a deux conditions pour qu'on n'ait pas un retour des gilets jaunes et une crise sociale très forte pour le gouvernement. C'est réussir à trouver des solutions à la crise énergétique, donc à la fois en termes de pénurie, en diversifiant les approvisionnements et en n'ayant finalement pas à mettre de restrictions, et aussi en luttant de manière beaucoup plus structurelle que conjoncturelle contre l'inflation pour permettre le pouvoir d'achat et ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est finalement le cri principal des gilets jaunes, c'était ça. C'était finalement j'arrive à tout payer, mais une fois que j'ai tout payé, il me reste rien. Donc c'est sur ces deux leviers que le gouvernement doit agir. Moi je pense que pour l'instant, on voit que sur la crise énergétique, il fait son maximum, bouclier tarifaire, diversification des approvisionnements. Là, on va réouvrir des centrales nucléaires qui étaient en maintenance, qu'on appelle le grand carénage. C'est-à-dire que tous les 10 ans, vous avez un audit des centrales nucléaires, et donc là, finalement, on fait le choix. Le grand carénage, c'est encore autre chose, mais effectivement, on va essayer de rouvrir celles qui sont en maintenance. Celles qui sont en maintenance, on va aussi les réouvrir. Donc il y a tout ce processus-là pour finalement essayer de trouver le maximum d'énergie pour régler ce problème-là. Et ensuite, il y a la problématique du pouvoir d'achat, où là, ça va être plus compliqué vu qu'on a une inflation, mais qui se règle pas seulement à l'échelle de la France. Donc une crise économique qui va être très compliquée. Et là, pour l'instant, le choix du gouvernement, ça a plutôt été de faire ce qu'on appelle une politique du chèque, donc plutôt conjoncturelle. Là où le gouvernement est attendu, c'est aussi sur les réponses structurelles. Et c'est sur ces deux leviers où il va devoir apporter des réponses pour éviter la crise. Et qui, pour l'instant, vous manquent. Stanislas Rigaud. Alors déjà, bien malin est celui qui est capable de
de savoir ce qui va se prédire, ce qui va se passer pendant ce pays. On ne demande pas une boule de cristal. Non, bien sûr, mais c'est vrai que tout va si vite dans ce pays aujourd'hui qu'il faut être prudent. Pour autant, oui, on sent qu'il y a une agitation qui est en train de monter, une détestation en plus pour le coup qui est personnelle au président de la République, mais bon, qui est encore un autre sujet, mais qui est quand même assez puissante. Le manque d'anticipation du gouvernement, notamment sur les questions énergétiques, en voulant faire du en même temps, c'est-à-dire en fermant Fessenheim, en ayant cet été 36 réacteurs nucléaires sur 56 de fermer. Alors oui, ils sont en maintenance, ils sont en arrêt, mais il y a quand même un manque d'anticipation assez flagrant sur cette question-là. Tout ça cumulé fait qu'il va y avoir une agitation sociale très puissante. Et puis il y a quand même d'autres sujets. Déjà, mine de rien, la guerre en Ukraine est évidemment responsable de beaucoup de nos maux MA8 aujourd'hui. Pour autant, il y a aussi le post-Covid qui a des conséquences. Il y a une politique quand même désastreuse depuis des années et des années. Et puis il y a une autre chose moi, qui me dérange. Deux autres choses pour finir là-dessus. Un, c'est la façon anxiogène que le gouvernement a de régler les problèmes. Ouais. C'est-à-dire que quand on crée un conseil de défense pour le Covid ou pour les questions énergétiques et de pouvoir d'achat, ils mettent toujours cette espèce d'arrière-pensée qu'on serait en guerre, etc., mais qui n'est pas transparent, donc les gens ne savent pas ce qui se passe, et c'est juste de la communication, on sait qu'il n'y a rien qui en sort. Et je finis là-dessus, et l'autre chose qui me dérange particulièrement avec ce gouvernement, c'est la politique du chèque, c'est-à-dire qu'on donne un chèque dans la main droite, et dans la poche gauche, on récupère des impôts. Donc en fait, il y a un côté où on nous donne de l'argent qui repart immédiatement à l'État juste après. Donc moi, j'arrive pas trop à se dire autant arrêter de donner des chèques mais baisser les impôts, ou alors donner des chèques et arrêter de prendre des impôts. Bruno Le Maire a promis en tout cas de ne pas arrêter les boucliers et de ne pas augmenter les impôts. Les promesses, vous savez, ça n'engage que ceux qui tiennent. Quoi qu'il en soit, le Conseil de défense énergétique, voilà peut-être le seul sujet sur lequel Nicolas Corato est désolé d'être d'accord avec vous. Je suis jamais désolé d'être d'accord avec quelqu'un, d'où qu'il vienne. Au contraire, je trouve ça très bien, moi, d'être d'accord. Oui, le Conseil de défense, on voit ressurgir une méthode de gouvernement qui d'ailleurs, à mon avis, ne tiendra pas avec la situation politique à l'Assemblée nationale. On a vu déjà que les parlementaires réagissaient. Puis je crois que les Français ont été lassés également de cette méthode. Pour revenir sur la situation, il y a un mot que j'entends pas prononcer, mais je ne m'en étonne pas, c'est celui de salaire. Parce qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle de crise de l'énergie, on parle d'inflation, mais enfin la question c'est celle des salaires. Et c'est une question compliquée, y compris pour le patronat. J'étais à l'université d'été du MEDEF, on sentait une sorte de tournis, parce qu'on est dans une situation extrêmement paradoxale. La croissance est là, on n'est pas loin du plein emploi. Il y a une vraie pression sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'en fait, les salariés, parce que la croissance n'est pas là. Si on a une crise énergétique, on sera en récession. Regardez les chiffres de la croissance, vous verrez que la France est en croissance. C'est la projection pour l'année qui vient. Mais il faut nous dire la vérité. La France est en croissance depuis 2 ans, en forte croissance par rapport à son passé récent. Et puis, il y a une forte tension sur le marché du travail où la loi de l'offre et de la demande, elle est en forte croissance. Excusez-moi de m'y référer, parce que parfois, elle tourne à l'avantage du salarié, Donc, une forte pression sur les salaires. Et puis, à côté de ça, vous avez une inflation qui vient en grande partie, bien entendu, de la crise énergétique, la crise en Ukraine, mais il faut le dire aussi. Mais il faut dire aussi de l'argent magique, c'est-à-dire de cette politique monétaire qui a fait que l'argent a afflué en volume jamais vu depuis 50 ans sur les marchés européens, sur les sociétés européennes. Et ça, c'est pour le constat. Et c'est pour le constat. Non, mais c'est très paradoxal. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des salariés qui ont la main sur le niveau de pression salariale auprès des entreprises et une inflation qui font que les salariés vont demander de toute façon des augmentations salariales. Donc il y a un vrai problème sur les salaires dans ce pays. Il va falloir en parler. Et c'est pas les primes et c'est pas les mesurettes qui vont faire en sorte qu'on va se passer de ce discours. Alors je sais très bien qu'autour de la table, personne ne veut en parler parce qu'effectivement ça pose un problème de la pression et de la responsabilité qu'on met aujourd'hui sur les entreprises par rapport à la situation dans laquelle est le pays. Alors, en un mot, Stanislas Rigaud pour conclure et pour moi, le plus gros problème des salaires aujourd'hui, c'est l'écart absolument abyssal entre le salaire net et le salaire brut. Ça, par exemple, typiquement, c'est l'un des soucis. Mais ça, c'est du salaire, ça, c'est nos cotisations. Bah oui, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, monsieur Rigaud. C'est les services publics. Oui, mais à quoi sert C'est la santé. Et justement, vous avez vu l'état de l'hôpital en France? Vous avez vu l'état de nos routes? Mais c'est pour ça qu'il faut augmenter ces cotisations. Non, c'est pas une question de pognon. Il y a eu du pognon tout là-dedans. Il est juste mal utilisé. Pardon, moi, avoir un aussi gros écart entre mon salaire brut et mon salaire net pour qu'il soit mal employé, ça me dérange. Et donc vous préférez payer directement vos consultations à l'hôpital. C'est des primes qui encouragent à travailler plus pour gagner plus. Enfin, pardon, si ça permet aux gens de travailler davantage et donc de produire plus dans ce pays, je trouve pas ça dérangeant. Moi, je suis très étonné du constat que vous faites et de la proposition que vous me portez ensuite. Vous avez dit sur l'inflation. L'inflation aux États-Unis, c'est surtout principalement dû à la création monétaire, parce que vous avez eu le plan Build Back Better de Biden qui a mis beaucoup d'argent sur la table et qui a créé l'inflation. Sur l'Europe, c'est plutôt dû à la guerre en Ukraine et à une crise de l'offre. C'est pas une crise de la demande. Et si c'est une crise de l'offre, la politique européenne, nous avons eu le même plan de relance aussi, au Covid. Si c'est une crise de l'offre, ce qui
qui compte, c'est de réouvrir les usines et de relancer l'appareil productif. Et ça, c'est pas forcément une question de subvention de salaire. Et si vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, vous avez la question des taxes, notamment sur l'énergie, où on taxe des taxes, où on fait une TVA sur les taxes. Donc vous avez des leviers. Je pense pas que la question des salaires soit le premier levier, vu que l'enjeu, c'est de réouvrir l'appareil Allez productif. faire un tour dans la rue, vous verrez que la question des salaires, c'est la première question que se posent les Français aujourd'hui. À en redébattre avant l'hiver, en espérant qu'on arrive tous à le passer d'ailleurs. Merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio. Merci à vous en tout cas. Stanislas Rigaud, président de Génération Z, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, Aymeric Guisset, secrétaire général adjoint du think tank Place de la République. Chers amis, on parlait des enfants, alors parfois très dangereux, mais aussi des enfants qui sont parfois pas sages. On va essayer de récompenser ceux qui sont sages. On vous emmène à une fête foraine dans un instant, qui est un événement Sud Radio qui date de 1815. Ça n'arrive quand même pas tous les jours. Je ne sais pas si c'est les Russes qui l'ont amené, mais on vous emmène à la fête à Neuneu. C'est dans un instant sur Sud Radio.